gostaria de, em nome da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agradecer ao convite, dizer que nós nos sentimos honrados em poder participar do evento aqui na Universidade Federal Fluminense. Ressaltar que o tema da judicialização da saúde e da consolidação das políticas de saúde aqui no Brasil interessa e faz parte do dia a dia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma agência que está inserida no contexto da oferta de bens e serviços de saúde que sejam capazes de atender às demandas da população aqui no Brasil. E, claro, que os aspectos jurídicos e a busca das pessoas em concretizar esse direito previsto na Constituição de acesso à saúde na sua mais ampla concepção, não poderia deixar de compor o dia a dia das nossas preocupações. Essa mesa e a proposição da discussão do acesso aos cuidados e aos produtos de saúde, com a presença da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu entendo que seja bastante provocativo. Claro que aqui no Brasil a experiência de existência de uma agência de vigilância sanitária é algo bastante recente. A Anvisa foi criada há 10 anos. Nós estamos completando agora a primeira década de existência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é uma estrutura nova, integrada ao sistema de saúde do Brasil, mas a atividade de vigilância sanitária não é uma atividade que começou com a Anvisa. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo nas estruturas do sistema público de saúde do Brasil. A agência é uma estrutura ligada ao Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade de elaborar a regulamentação sanitária em relação aos serviços e produtos relacionados à saúde. Aqui no Brasil, a Anvisa, diferentemente de outras agências, cuida de um conjunto de produtos que vão do controle do uso do tabaco, passam por produtos cosméticos, por produtos saneantes, que são usados no ambiente doméstico e no ambiente do serviço de saúde. Trata da regulamentação referente a medicamentos, a equipamentos e produtos para a saúde. E nesse contexto se relaciona com as estruturas das secretarias dos estados e dos municípios para a execução de grande parte do trabalho relacionado à fiscalização e à ação mais localizada. Então, eu imagino que essa estrutura ela seja muito parecida com as estruturas existentes na Europa, antes da criação da agência europeia, mas tem uma peculiaridade que é a sua relação e a sua interdependência com aquilo que se executa no nível dos municípios e dos estados, pelas estruturas próprias das secretarias de Estado e das secretarias dos municípios. E, certamente, além do grande desafio de
capacitar a agência para que ela seja sempre muito rigorosa na concessão dos registros, na elaboração das normas, na busca de garantir eficácia, segurança e qualidade dos produtos e dos serviços. O outro grande desafio é justamente estabelecer uma relação que seja sinérgica com essas estruturas que estão ligadas a outras instâncias de governo, no caso, as secretarias de Estado e as secretarias dos municípios, as secretarias de saúde, que são usualmente onde estão vinculadas às atividades de vigilância sanitária. E aqui, no Brasil, acho que vocês tiveram a oportunidade de discutir esse assunto ainda ontem, nós temos uma conformação jurídica desse sistema que envolve a União, os estados e os municípios, que não é hierárquica, onde as responsabilidades são compartilhadas e nós temos um determinado grau de autonomia por parte de estados e municípios para determinadas ações. Existem normas sanitárias, por exemplo, para funcionamentos de farmácias ou para funcionamento de estabelecimentos que lidam com alimentos, que são diferentes de um estado no Brasil para outro, por normas que são emanadas pelos órgãos locais. A agência, como coordenadora desse sistema, vive o desafio diário de conseguir o máximo de harmonização, de uma condução isonômica das atividades nos 27 estados do Brasil e nas 5.565 cidades ou municípios do país, né? Bom, então, esse é um panorama rápido do que é a Anvisa. A Anvisa conta hoje com 2.000 colaboradores ligados diretamente à estrutura da agência. Entre os estados e os municípios, nós chegamos a cerca de 35.000 trabalhadores que atuam em vigilância sanitária no país. Então, quando nós pensamos na questão do acesso a serviços, a produtos, ou no acesso à saúde na sua concepção mais ampla, é importante aqui no Brasil sempre lembrarmos que uma parte considerável dessa garantia refere-se à capacidade maior ou menor de se executar as ações de vigilância sanitária. E, claro que é notório e é desnecessário dizer que as diferenças culturais, econômicas, sociais com as quais nós convivemos aqui no Brasil, e mesmo as condições geográficas também geram impactos importantes nesse sentido. E claro que essa situação onde no âmbito federal existe uma agência e nos estados e municípios as estruturas são ligadas às secretarias de saúde, também gera impactos importantes e faz com que nós não tenhamos sempre uma ação coordenada, harmônica e pautada, às vezes, pelos mesmos princípios em todos os lugares. E esse é um desafio pelo qual a sociedade brasileira passa, mas que no meu entendimento, fruto do pequeno tempo que nós vivemos entre a criação do Sistema Único de Saúde, a decisão de que esse sistema tenha um caráter universal, a questão da saúde como dever do Estado e direito do cidadão. Foram apenas 20 anos que se passaram depois dessa decisão, e há muito ainda que ser feito. Há muita tarefa a ser cumprida ainda para que se alcance uma condição minimamente
já minimamente, mas com um nível de qualidade, um nível de capacidade de acolhimento, de resposta que consiga trazer soluções aos imensos problemas que ainda a população vive. Então, apenas ressaltando isso, depois das apresentações, eu acho importante que eu consiga também trazer um pouco de informações sobre qual é o papel da Anvisa nessa questão do acesso a cuidados e produtos e como que a Anvisa toma essas decisões, como elas impactam de fato na vida das pessoas e quais são os critérios que são utilizados pela agência, que aos colegas franceses não são nada diferentes daqueles que as agências do mundo todo adotam, que são critérios baseados nas evidências científicas, nas pesquisas clínicas, que buscam estudar a eficácia e a segurança de cada um dos produtos e cada um dos procedimentos. Mas isso eu deixo para depois. A sequência aqui prevista é que, primeiro, o professor Jean Hugues faz uma apresentação e, na sequência, o meu colega de trabalho do Ministério da Saúde, o Cláudio Lúcio, faz a sua com 30 minutos cada uma. Professor. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être présent devant vous aujourd'hui. Désolé de ne pas pouvoir m'exprimer en portugais. C'est aussi un plaisir pour moi puisque je reviens après 22 ans à Rio de Janeiro. J'étais dans cette faculté il y a à peu près 22 ans pour donner un cours en pharmacocinétique. Donc vous voyez que le temps passe, mais on est toujours de retour. Mais aujourd'hui, je suis là non pas pour vous parler de pharmacocinétique, mais pour illustrer avec des données plus scientifiques, techniques et médicales la régulation de l'accès aux produits de santé en France, et je vais appliquer ma présentation à l'aspect spécialité pharmaceutique. Et avant de commencer ce long cheminement des spécialités pharmaceutiques pour entrer dans le système de santé en France, quelques petits rappels de façon à ce que nous parlions tous de la même chose. Tout d'abord, le médicament fait partie des produits de santé qui sont aujourd'hui réglementés en France avec les dispositifs médicaux, les produits cosmétiques, d'hygiène corporelle, etc. Le médicament a une définition tout à fait précise, elle est quasi universelle maintenant. On la retrouve dans le Code de la santé publique en France, mais on la retrouve aussi en Europe et j'ai l'impression aussi au Brésil. Il s'agit de toute substance qui est capable de soigner, de prévenir ou de diagnostiquer une pathologie, une maladie. Mais donc, avec cette définition de médicament, il y a plusieurs statuts possibles pour le médicament. Et il était important de positionner cela. Parmi les statuts que nous avons en France, préparation magistrale, préparation hospitalière, lorsque c'est préparé par des pharmaciens à l'hôpital, mais aussi et surtout la spécialité pharmaceutique. Et c'est de cette spécialité pharmaceutique dont je vais vous parler maintenant. Donc, quand on parle de médicaments, on ne parle pas obligatoirement de spécialité pharmaceutique, mais à l'inverse, quand on parle de spécialité pharmaceutique, il s'agit bien de médicaments. Ces spécialités pharmaceutiques, eh bien, justement, ont un certain nombre d'exigences, pour pouvoir être inscrites dans le système de santé en France. Et ce sont ces différentes exigences que je vais vous rappeler aujourd'hui. Et la première des exigences, c'est évidemment d'être titulaire d'une autorisation de mise sur le marché. Je vais y revenir. Et ensuite, une fois que cette autorisation de mise sur le marché est obtenue, ce médicament, spécialité pharmaceutique, va devoir rentrer dans le processus d'évaluation de ce que l'on appelle aujourd'hui l'évaluation des technologies de santé ou des technologies en santé, encore appelé en anglais le HTA, Health Technology Assessment.
Quelques éléments sur le médicament en France en tout cas. Nous avons deux grandes populations de spécialités pharmaceutiques en France. Les spécialités qui vont être pour le marché de ville, c'est-à-dire pour la médecine libérale, les médicaments remboursables, les médicaments non remboursables, et enfin le marché hospitalier, c'est-à-dire les produits qui vont être mis à disposition de l'hôpital, qui ne seront peut-être pas disponibles en ville, mais qui peuvent être à la fois disponibles à l'hôpital et disponibles en ville. Et vous avez sur ce camembert la répartition actuellement en France en volume des différentes spécialités remboursables, non remboursables, hospitalières ou de ville. Un dernier point de rappel de définition avant de commencer, c'est que pour pouvoir rentrer dans le système de santé, ces médicaments, pour pouvoir être accessibles aux soins, il faut que ces produits puissent être inscrits sur le remboursement, c'est ce dont on va parler, car pour qu'un médicament qui est remboursé puisse être remboursé, il faut qu'il soit aussi prescrit. Donc nous aurons une nécessité de prescription par un médecin ou par d'autres corps de la profession médicale avec des prescriptions limitées, bien entendu. Enfin, en France, une des caractéristiques est que le médicament remboursé est à un prix administré, donc il va falloir qu'il y ait une fixation du prix. Et enfin, dernière étape, pour que le produit puisse être utilisé à l'hôpital, il faut lui-même qu'il ait été admis sur le livret du médicament hospitalier. Donc vous voyez que quand on considère ces principales étapes que j'ai présentées globalement pour vous donner une idée du tableau avant de rentrer maintenant dans les détails, vous voyez que depuis son développement jusqu'à sa mise à disposition, soit en ville, soit à l'hôpital, ce médicament, spécialité pharmaceutique, va devoir franchir un certain nombre d'étapes. Et ce sont ces étapes et surtout les critères pour passer ces étapes que je voudrais vous présenter pour expliquer cet accès aux médicaments en France. Alors tout d'abord, les aspects développement, évaluation et autorisation de mise sur le marché, ce sera rapide parce que, comme vient de le dire le directeur de l'ANVISA, évidemment, ce sont à peu près les mêmes caractéristiques, donc rien d'extraordinaire. La notion d'autorisation de mise sur le marché, AMM, pour la France, existe en Europe depuis 1965. Donc vous voyez, ça n'est pas nouveau. Il faut attendre la directive de 1975 pour voir apparaître les critères de jugement pour octroyer une AMM. Et progressivement, de 1975 à 1995, les critères ont évolué, les procédures ont évolué, mais globalement aujourd'hui, nous restons sur les critères suivants. Qualité pharmaceutique du produit, vérifier que le produit est de qualité et reproductible pour chacun des lots. Les critères de sécurité, avec ce que l'on appelle les données de toxicologie préclinique ou non clinique. Et enfin, les données d'efficacité, que l'on appelle encore les données cliniques. Une fois que le développement est terminé, que l'ensemble de ces données sont disponibles, le demandeur va pouvoir déposer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, demande d'AMM, pour avoir cette autorisation. Donc, je n'irai pas plus loin dans les détails de procédure ou de dossier, parce que je pense que c'est relativement classique, mais je voudrais surtout insister, parce que je vais m'en resservir plus tard pour la période ou la phase HTA, Health Technology Assessment, sur les principes fondateurs du développement clinique d'un médicament. C'est évidemment d'abord et avant tout d'avoir des essais cliniques démonstratifs de l'efficacité et de la sécurité d'emploi. Et c'est là où vous entendez parler d'essais cliniques contrôlés, randomisés, en double aveugle, double blind, contre placebo, dans une population précise et définie.
Et notre objectif principal dans ce développement clinique, c'est d'abord et avant tout, comme je l'ai dit, d'établir le rapport bénéfice, c'est-à-dire l'efficacité, et risque, c'est-à-dire les effets secondaires que l'on peut observer avec ce produit. Et très clairement, les critères cliniques pour octroyer une AMM sont relativement nombreux. J'ai mentionné efficacité, j'ai mentionné sécurité d'emploi, mais on pourrait aussi poser des questions comme quelles sont les populations à risque? Est-ce qu'on a étudié le produit chez l'enfant, chez la femme enceinte, chez la personne âgée, chez l'insuffisant rénal, chez l'insuffisant hépatique, etc. Est-ce que ce produit est utilisé en deuxième ligne, en première intention, est utilisé en comédication? Voilà toutes ces questions qui sont posées, mais important ici, posées pour établir le bénéfice-risque. Et j'ai envie de dire ici, avant même de passer à la prochaine étape, que ces mêmes questions vont se poser au stade de la phase HTA, mais dans un tout autre contexte qui, lui, sera un contexte comparatif. Accompagnant l'AMM, comme vous le savez probablement, le résumé des caractéristiques du produit qui définit l'indication, la posologie, etc., les populations. Accompagne aussi l'AMM la liste de si le produit est inscrit sur une liste en fonction qu'il est dangereux ou pas, avec des prescriptions limitées dans le temps ou non limitées dans le temps. Je ne rentre pas dans tous ces détails, je voulais juste les rementionner pour bien montrer l'ensemble des critères qui vont vous donner l'autorisation de mise sur le marché. Et enfin, avant de quitter le domaine de l'autorisation de mise sur le marché, 2 mots sur la possibilité d'accéder à un produit avant l'AMM ou hors du contexte de l'AMM. Eh bien, ce sont, et on pourra en discuter après, ce sont les situations que l'on appelle compassionnelles, en France comme en Europe, et ceci est prévu tant par les directives européennes que par la loi française, avec en France le fameux statut de ce que l'on appelle l'autorisation temporaire d'utilisation. Donc nous avons vu la première phase et les premiers critères importants qui vont nous permettre d'obtenir un produit qui a déjà son autorisation de mise sur le marché. C'est une première phase importante parce que s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, il ne peut déjà pas y avoir de commercialisation. Donc il ne peut pas y avoir d'accès aux soins pour ce produit s'il n'y a pas d'AMM. On peut donc maintenant passer à la deuxième phase qui est tout aussi importante pour le système de santé, c'est-à-dire l'accès de ce médicament maintenant autorisé, son accès dans le système de santé, c'est-à-dire l'évaluation de la technologie en santé, c'est-à-dire l'évaluation par la commission de la transparence. Et en effet, beaucoup de produits, pour qu'ils soient accessibles, en tout cas en France et en Europe, avec les systèmes de sécurité sociale, pour qu'un produit puisse être accessible aux soins, il faut qu'il soit remboursé. Donc il faut procéder maintenant à une demande de remboursement. Et cette demande de remboursement va se faire auprès de la commission de la transparence, qui est une commission qui travaille, je vais le mentionner après, à la Haute Autorité de Santé, qui est donc une autre autorité que l'Agence du médicament. Vous voyez qu'il y a eu séparation en France, en tout cas, entre l'évaluation en santé et l'évaluation du médicament et la police sanitaire. Ce sont bien 2 instances différentes. Et c'est donc la commission de transparence qui va prononcer ou non l'inscription en remboursement. Et cette inscription en remboursement se prévoit pour 2 niveaux. Les individus, et ce sera le remboursement aux assurés sociaux, ou les institutions, les collectivités, et ce sera par exemple pour l'hôpital. On peut avoir le remboursement dans les 2 situations, bien entendu. Donc la commission de transparence est une des commissions de travail de la Haute Autorité en Santé, qui est donc l'organisme responsable de ce qui serait le HTA en français. Elle évalue les spécialités pharmaceutiques pour leur remboursement, et pour cela, elle va surtout évaluer ce que l'on appelle le service médical rendu, SMR, service médical rendu,
et l'amélioration du service médical rendu. Et je vais donc vous présenter maintenant ces deux aspects, et d'abord pour le SMR qui conditionne la notion de taux de remboursement, pourcentage de remboursement. On va voir que si la commission de la transparence pour votre spécialité pharmaceutique qui vient d'avoir l'AMM, elle trouve un SMR important, le taux de remboursement pourra aller de 100% à 65%. Et moins le SMR est jugé important, c'est-à-dire quand on va vers un SMR faible, voire insuffisant, on obtient un taux de remboursement extrêmement faible, voire nul. Alors, il y a un cas particulier, en France en tout cas, c'est que sont systématiquement pris en charge à 100%, donc là, pour le remboursement, les médicaments anticancéreux, les médicaments du sida, AIDS en anglais, les médicaments visant à traiter les maladies longue durée, et nous avons en France 30 affections de longue durée pour lesquelles les médicaments principaux seront donc remboursés à 100%. Alors donc, je vous ai dit que la commission de la transparence avait à juger du SMR et du ASMR. Alors voyons tout d'abord comment on juge du service médical rendu en France. Je vous rappelle que quand vous êtes avec votre SMR, vous aurez un taux de remboursement. Donc c'est très important de voir comment est évalué ce SMR. Eh bien, pour évaluer le SMR, de nouveau, on a 5 questions à essayer de répondre. Ces 5 questions, les voici, je vais les reprendre en détail, rassurez-vous. Et pour vous aider, je me suis même amusé avec un de mes collègues à l'hôpital à imaginer un exemple théorique qui n'existe pas aujourd'hui d'un nouveau médicament qui voudrait être mis sur le marché, qui s'appellerait le glucomoin. Il a été développé dans le diabète de type 2, le fameux diabète gras ou le diabète de l'âge mûr, comme on dit en français. C'est un médicament actif par voie orale qui a un intérêt, il n'est à prendre qu'une seule fois par jour, et dont le mécanisme d'action serait relativement original. Encore une fois, c'est un exemple, hein, bien entendu. Première des questions, quel est le rapport efficacité-effet indésirable? Cela doit vous rappeler fortement le dossier d'AMM. On vérifie le bénéfice et on vérifie les risques. Donc jusque-là, la commission de la transparence, j'allais dire, et j'espère qu'il n'y a personne de la commission de la transparence dans la salle, ne regarde que le dossier d'AMM. Pour l'instant, la question pourrait être relativement simple. Donc vous voyez qu'en termes d'efficacité, à gauche, d'effet indésirable, à droite, voilà un certain nombre de questions objectives que se pose la commission de transparence. Ce sont les mêmes questions que s'est posée la commission d'AMM avant. Pour le glucomoin, eh bien on voit que ce produit est efficace sur la glycémie, c'est bien le moins qu'on puisse faire pour un antidiabétique. Il est aussi efficace sur ce que l'on appelle l'hémoglobine glyquée. Si vous n'êtes pas tous versés dans la pharmacologie, en peu de mots, l'hémoglobine glyquée marque des épisodes d'hyperglycémie pendant la journée. Donc il est efficace sur cette hémoglobine glyquée. Il a une bonne efficacité chez tous les diabétiques. Mais par contre, en termes de risque, il entraîne des risques d'épisodes de diarrhée chez au moins 10% des patients. Ces risques de diarrhée pourraient conduire alors les patients à ne pas prendre leur traitement, donc risque de non-compliance, donc risque pour la santé publique d'un produit finalement peu efficace globalement dans la maîtrise du diabète. Donc voilà pour le glucomoin ce que l'on a observé. Vous avez donc un certain nombre d'éléments de réponse sur la question quel est le rapport efficacité-risque? Quelle est la gravité de la maladie traitée par ce produit? Eh bien, dans le cas de la maladie en général, on va essayer de la grader en tant que maladie grave ou non. Est-ce qu'elle met en jeu le pronostic vital? Cancer, sida, même diabète met en jeu le pronostic vital. Est-ce qu'elle est à l'origine de complications irréversibles? Est-ce qu'elle peut entraîner un handicap à court ou à long terme? Est-ce qu'elle peut altérer gravement la qualité de la vie? Si au moins l'une de ces questions est répondue oui, nous avons une maladie grave.
on utilisera beaucoup les données de l'histoire naturelle des maladies pour savoir qualifier d'une maladie grave. Rapporté au diabète et donc au glucomoin, eh bien, on a des études épidémiologiques, pour faire rapide, qui nous montrent que clairement, le diabète est un facteur de risque vasculaire important. C'est la première cause de cécité adulte en France et c'est la première cause de dialyse chez l'insuffisant rénal à l'âge adulte. Donc on a très clairement des risques de complications majeures, c'est donc bien une maladie grave. Après avoir répondu à la deuxième question, la troisième question est quelle est la nature du traitement? Et en France, et en tout cas en Europe, on a pour habitude de classer les maladies sous 5 catégories. Les traitements, pardon, sous 5 catégories. Curatif, par exemple, on guérit une maladie, le diabète. Symptomatique, on ne fait que guérir un des symptômes qui revient toujours, la fièvre, la douleur. Préventif, on évite à une maladie d'apparaître, c'est le type d'un vaccin. On peut être substitutif, c'est le type de l'insuline ou des facteurs de la coagulation, il y a bien d'autres exemples, ou c'est un traitement diagnostique et donc on va améliorer le diagnostic et si on améliore le diagnostic, on améliore la prise en charge, bien entendu, parce qu'on démarre plutôt une thérapeutique éventuellement. Donc pour notre glucomoin, vous verrez tout à l'heure, nous avons la réponse, c'est un traitement à la fois curatif et préventif au regard des complications. Quelle est alors la place du médicament dans la stratégie thérapeutique? Et pour cela, la Commission va devoir répondre à 2 grandes questions. Est-ce qu'il existe des recommandations actuelles pour la prise en charge de cette pathologie, notamment des recommandations émises par la Haute Autorité de Santé? Et dans les essais thérapeutiques, et c'est là où déjà je voulais en venir au regard du développement par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, dans les essais thérapeutiques, est-ce que l'on sait exactement la nature de la population ou le type de patient qui a été traité? Alors pour glucomoin, eh bien, il a été proposé dans les essais thérapeutiques en 2e ou 3e intention et il s'est comparé avec le médicament de référence et non pas contre placebo, avec le médicament de référence qui était la metformine. Je vais en reparler tout à l'heure. Et enfin, la dernière des 5 questions, c'est quel est l'impact de ce médicament sur la santé publique et la population? C'est le fameux intérêt en santé publique, ou ISP, qui est une question relativement difficile à répondre. Et pour répondre à cette question, ce sont 2 questions fondamentales qui sont posées et que je ne vais pas redétailler ici, mais surtout l'impact sur la prise en charge globale de la santé publique. Donc, pour déterminer le SMR du glucomoin, eh bien, je récapitule les 5 questions. Rapport bénéfice-risque, on a vu qu'il était important. Gravité de la maladie, on a vu que c'était une maladie avec des complications graves. On a vu que la nature du traitement était à la fois curatif et préventif des complications, que sa place dans la stratégie thérapeutique, comme son impact sur la santé publique, eh bien, c'est encore prématuré de répondre à ces 2 questions, parce que très clairement, il nous faut beaucoup plus de temps en population générale, et c'est là où commence la divergence entre AMM et HTA, c'est qu'au stade de l'AMM, les réponses aux 2 des dernières questions ne sont pas encore disponibles ou seulement commencent à être disponibles. Donc sur la base de ces 5 critères, eh bien, et dans mon exemple, et c'est un exemple totalement théorique, j'ai imaginé que la commission de transparence pourrait conclure, encore une fois il s'agit d'un exemple, d'un SMR important et donc d'un taux de remboursement de 65%. Voilà détaillé un petit peu en détail la façon dont la commission de transparence procède pour octroyer un SMR à un médicament nouveau. Après le SMR, ASMR. Dans ces cas-là, la question de l'amélioration du service rendu est une question strictement comparative par rapport aux autres médicaments du marché. Et donc, cette question va nous aider à fixer un prix pour payer ce produit et donc par rapport à son taux de remboursement. Et les critères pour la SMR sont essentiellement
les résultats de données comparatives entre le produit nouveau et un produit déjà sur le marché, le fameux gold standard ou le fameux traitement de référence. Il y a 5 niveaux de nouveau pour l'ASMR qui sont détaillés ici, et vous voyez que le niveau 1 correspond à un progrès thérapeutique majeur, c'est-à-dire que le produit fait mieux que le traitement de référence, ou mieux que rien qui existe encore aujourd'hui. Mais niveau 5, ce produit ne fait rien de mieux que les produits qui existent. Alors, appliquons ce raisonnement à glucomoin, et bien là, vous allez voir que, alors que nous avions un très bon SMR, on considère aujourd'hui, compte tenu des données de comparaison avec la metformine, encore une fois, ça n'est qu'un exemple, hein, bien entendu, eh bien, ce médicament, comparé à la metformine, ne fait pas mieux que lui et donne le même taux de diarrhée que la metformine. Conclusion, ce produit n'apporte rien de plus, donc ASMR 5. Donc, ce produit aura, compte tenu de ce que vous donne maintenant une petite idée du prix par rapport au ASMR qui sera accordé à ce produit, eh bien, si notre glucomoin est placé en ASMR 5, il ne peut pas espérer avoir dans le système de santé et de remboursement un prix supérieur à celui du traitement de référence aujourd'hui qui est la metformine. Globalement, pour vous montrer aussi l'activité de la commission de la transparence, sur la partie droite pour vous de la diapositive, la répartition en SMR, vous voyez que sur tous les nouveaux médicaments, la commission de transparence a tendance à considérer qu'ils ont tous des SMR relativement importants. En revanche, lorsqu'il s'agit de placer ces produits en comparaison avec d'autres produits, eh bien, la majorité des médicaments, pour ne pas dire la quasi-totalité, se retrouvent avec des ASMR de 5, c'est-à-dire pas d'ASMR significatif, donc un prix identique aux médicaments de référence. Je passerai sur cet aspect de la réévaluation quinquennale. Nous avons donc franchi la deuxième étape pour l'évaluation de technologies en santé, c'est-à-dire la HAS, c'est-à-dire la commission de la transparence, et nous pouvons maintenant passer à la troisième étape, qui est la négociation des prix. En effet, pour qu'un médicament soit remboursé, il faut qu'il soit remboursé sur un prix de base qui est, comme vous le savez en France, administré, et pour être ce produit, les prix sont donc administrés par un comité, le comité d'évaluation des produits de santé, qui a pour mission, CEPS, qui a pour mission de fixer le prix des médicaments remboursables. Et le CEPS reçoit chaque année, et je ne suis pas du tout versé dans ce domaine, donc je vais passer très vite sur cet aspect-là, le CEPS reçoit chaque année, après le vote par le Parlement de ce que l'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale, reçoit les objectifs en termes de dépenses de santé, et donc va pouvoir, sur la base de l'enveloppe finalement que reçoit le CEPS, va pouvoir évaluer des prix pour les médicaments. Donc la fixation du prix par le CEPS va être d'abord et avant tout basée sur l'ASMR du médicament. D'où vous voyez l'importance d'obtenir un ASMR le plus important possible, donc de niveau 1 ou de niveau 2. Et on a vu que la majorité avait des niveaux 5. Donc un prix qui ne sera pas supérieur aux produits de référence. Mais le prix sera aussi négocié avec le CEPS en fonction de bien d'autres éléments, mais j'insisterai sur 2 éléments importants qui sont les volumes de vente prévus et les conditions prévisibles et réelles d'utilisation de ce médicament, c'est-à-dire ces 2 critères qui sont qualifiés par ce que l'on appelle la population cible. Et là encore, cette population cible, elle a un lien avec l'autorisation de mise sur le marché. Plus l'autorisation de mise sur le marché est parfaitement définie, l'indication est définie, les populations de patients sont définies, plus il vous est facile, entre guillemets bien sûr, de définir la taille de la population cible. Si à l'inverse, l'AMM donne une indication relativement large, sans précision sur le niveau de population qui va être traité, les volumes de vente vont être relativement difficiles à fixer par avance
Et donc, vous aurez alors une obligation de réévaluation à terme de votre prix en fonction du volume de vente qui aura été constaté après 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors, je vais passer sur ces quelques diapos qui prolongeraient trop ma présentation sur les procédures de fixation des prix. Je pense que ce qui était important, c'était de retenir surtout que c'est sur la base du ASMR de la population cible que le prix va pouvoir être négocié avec le CEPS. Et une fois que vous avez négocié votre prix avec le CEPS, vous avez évidemment des engagements vis-à-vis du CEPS, et notamment à transmettre au CEPS, ainsi qu'à toutes les autres autorités de santé d'ailleurs, essentiellement les faits nouveaux en matière de bénéfices ou en matière de risques, qui pourraient d'ailleurs amener à reconsidérer le prix que l'on peut octroyer à ce médicament. Un cas particulier pour l'hôpital, puisque nous allons maintenant passer à l'évaluation hospitalière, mais les médicaments qui sont vendus aux hôpitaux doivent être inscrits sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités, ça c'est grâce au SMR, et le prix des médicaments vendus à l'hôpital est libre depuis les années 87 en France, et donc c'est les hôpitaux qui vont régler le prix d'achat par des appels d'offres, par des marchés, mais vont aussi savoir s'ils admettent ou pas ce médicament dans leur liste de médicaments disponibles à l'hôpital. Il n'y a qu'un cas particulier où le prix de vente est déclaré au CEPS, pas discuté avec le CEPS, mais déclaré au CEPS, lorsque l'on est sur des médicaments coûteux qui sont hors tarification à l'activité. Mais là, on rentre dans un domaine de gestion de la santé en France un peu particulier sur lequel je ne veux pas insister. Enfin, comme je vous l'ai dit, il y a des produits qui sont non remboursés, et dans ces cas-là, c'est un choix fait par l'industriel, fait par le titulaire de l'AMM, de ne pas rentrer dans le système de remboursement parce qu'il considère que de toute façon, il n'aura pas un taux de remboursement intéressant ou que son produit n'a pas besoin d'être prescrit pour être utilisé et il va alors rentrer dans le marché de l'automédication ou dans le marché du médicament, entre guillemets, de confort, pour lequel on souhaite ne pas avoir de remboursement. Il y a un certain nombre d'exemples où il n'y a pas de remboursement en France et donc pas de négociation de prix avec le CEPS. Par exemple, les pilules contraceptives en France ne sont pas remboursées et donc il n'y a pas de négociation de prix avec le CEPS. Donc nous avons vu les négociations de prix, troisième étape, et la dernière étape va être l'inscription sur le livret de l'hôpital. Et là, je vais vous présenter rapidement, avant d'arriver à ma conclusion sur ces 4 étapes, la démarche que l'on a à l'hôpital. Je vais passer vite compte tenu du temps imparti. Mais juste pour rappeler qu'au niveau hospitalier, il y a une obligation en France, et donc vous voyez que j'ai quitté l'Europe pour arriver en France, et maintenant pour arriver même localement dans chacun des hôpitaux, il y a une obligation à avoir un comité du médicament qu'on appelle le COMED, ou un comité du médicament et des dispositifs médicaux qu'on appelle COMEDIMS. Alors très brièvement, mais toutes ces diapositives seront disponibles après bien entendu, eh bien ces médicaments vont être évalués par ces comités pour savoir s'ils peuvent être inscrits sur la liste des médicaments disponibles à l'hôpital. Ceci est important parce que ces médicaments, s'ils ne sont pas inscrits sur la liste à l'hôpital, ils ont beau être disponibles, ils ont beau avoir une AMM, ils ne pourront pas être prescrits par les médecins hospitaliers. Alors, l'organisation générale, je vais passer très rapidement, mais comme classiquement, il y a des commissions, il y a des groupes de travail, donc je passe, ils se réunissent très très régulièrement, je passe aussi. Pourquoi évaluer? Eh bien, c'est très simple. En France, vous avez, et ce sont les 2 chiffres que je veux citer sur cette diapositive, 8500 spécialités pharmaceutiques, mais finalement à l'hôpital, et j'ai pris l'exemple du groupe hospitalier APHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui représente à peu près 10%, oui, 10% des dépenses hospitalières en France, donc ça représente un gros groupe hospitalier, eh bien, à l'APHP, vous avez 1000 médicaments seulement admis
à la PHP. C'est vous dire la différence. Donc il y a bien eu une sélection, et cette sélection se fait essentiellement sur la base de, et je vais revenir sur cette base, essentiellement sur la place de ce médicament dans la prise en charge de la pathologie au niveau hospitalier. Donc là, on parle non plus de l'intérêt en santé publique, mais on parle de l'intérêt en thérapeutique hospitalière. Pourquoi est-ce que l'hôpital aurait 4 fois la même référence, 4 fois le même médicament qui soigne la même pathologie avec les mêmes posologies? Donc très clairement, l'hôpital va sélectionner ces médicaments. Je pense que ceci résume bien ce que je voulais dire dans ces diapositives que je n'ai pas le temps de vous détailler plus avant pour l'instant. Donc vous avez tout un algorithme décisionnel que vous aurez l'occasion de regarder plus en détail probablement quand vous aurez les copies de ces diapositives. Mais très clairement, les critères pour admettre ces produits à l'hôpital vont être essentiellement centrés sur ce que l'on appelle l'ITH, l'intérêt thérapeutique hospitalier. Je passe sur les 2 exemples, on les reprendra en détail, mais l'exemple des antagonistes de l'angiotensine 2 nous montre très bien que, alors qu'on a 7 ou 8 références antagonistes de l'angiotensine 2, eh bien, vous ne trouverez dans l'hôpital AP-HP à Paris, vous ne trouverez que 4 antagonistes de l'angiotensine 2, parce qu'on considère que le reste est totalement inutile. Voilà pour un exemple. Alors, je me suis amusé, avant de venir à la conclusion, à récupérer une publication faite par un de mes collègues à l'hôpital qui a essayé de savoir s'il y avait un intérêt à avoir un comité du médicament à l'hôpital alors que la HAS a déjà fait son travail avec la commission de la transparence. Et on aurait pu penser qu'il y avait une corrélation directe entre le SMR donné par la commission de la transparence et l'inscription à l'hôpital. Et si tel avait été le cas, pourquoi avoir des comités locaux au niveau hospitalier? Eh bien, ils ont fait une enquête sur plus de 160 dossiers entre 2003 et 2005. Et ce qui est intéressant, c'est que 22% des médicaments avaient un ASMR non disponible lors de l'évaluation, 13% avaient des ASMR disponibles mais peu explicites aux yeux de la commission, évidemment. Et le résultat nous montre que quand on prend le ASMR 1 ou 2, vous savez, les plus importants, eh bien pratiquement 100% des médicaments avec ASMR 1 ou 2 se retrouvent à l'hôpital. Donc il y a une concordance directe. À la limite, inutile de les examiner à l'hôpital. Par contre, quand il y a ASMR 3 ou 4, eh bien on n'a que 76% des médicaments qui vont être à l'hôpital. Les autres ne sont pas retenus à l'hôpital malgré un ASMR bon de 3 ou 4. Et chose encore plus intéressante, ceux qui ont des ASMR 5, donc normalement jugés insignifiants ou inintéressants, 39% ont été pourtant admis à l'hôpital. Pourquoi? Parce que très clairement, l'ASMR jugé par la commission de la transparence sur l'impact et l'intérêt santé publique n'est pas tout à fait le même que l'intérêt en thérapeutique hospitalière. Voilà globalement pour essayer de mettre en comparaison les différentes étapes. Donc en conclusion, et désolé d'avoir un petit peu dépassé de mon temps, 4 grandes étapes à franchir avant qu'un médicament nouvellement développé ne puisse être commercialisé et proposé dans l'offre de soins, AMM, commission de la transparence, prix et commercialisation hospitalière. Ces 4 étapes, et c'est ça qui est important, sont régies par des corpus réglementaires et des critères européens, nationaux ou locaux. Développement et AMM, c'est européen et national, et c'est le Code de la santé publique. Inscription sur les listes de remboursement, c'est national, et ce sont selon les codes de la sécurité sociale, et les circuits, ainsi que les circuits de commercialisation. Et surtout, les critères employés à chacune de ces 4 étapes sont parfois identiques, mais utilisés dans des contextes différents. C'est ce que je vous ai montré avec le bénéfice-risque.
et ils sont parfois complémentaires, et on le voit bien, entre une efficacité pour le médicament lui-même, tel qu'on le prend pour l'AMM, par rapport à une efficacité en comparaison avec un autre produit, si on le reprend en termes d'évaluation des technologies en santé. Avant de conclure, juste quelques mots de remerciement pour mes collègues qui m'ont aidé, soit à l'hôpital, soit à l'AFSAPS, soit encore à la faculté, à préparer ces 4 grandes étapes pour vous en dégager les grands critères. Merci de votre attention.